Alors si j'avais une baguette magique pour que les organisations s'inspirent davantage du vivant, je leur proposerais le don écosystémique. Le don écosystémique, c'est l'idée de donner de manière ouverte, gratuite et généreuse que le vivant a beaucoup. Par exemple, le blaireau va construire des terriers qui vont abriter l'ensemble de sa famille élargie, c'est-à-dire aussi des martres, des fouines, des putois, mais également des lapins de Garenne, des renards, des musaraignes, qui n'ont absolument rien à voir avec le blaireau. Et c'est intéressant parce que dans le vivant, chaque espèce va finalement faire sa part sans se soucier de si en retour il va recevoir quelque chose. C'est l'idée de A donne à B et B potentiellement donnera à C. Et ça s'appelle le troc, le don écosystémique, la circularité. Ça fait partie de modèles organisationnels puissants. L'approche holistique, elle est nécessaire dans tous les cas, c'est-à-dire quand on parle d'engagement, quand on parle de prise de décision, quand on parle de leadership, il faut toujours avoir une approche holistique et une approche systémique des organisations. Aujourd'hui, on l'a vu dans la pandémie, les frontières entre les mondes personnels et les mondes professionnels sont très poreuses. Donc plus on a une approche globale finalement de l'individu dans l'organisation, plus on va adresser des sujets multiples dans leur complexité et avec une finesse nécessaire. Dans la stratégie du poulpe, j'ai vraiment voulu proposer un pas de côté, un changement de paradigme, un changement de lunettes qui allait traiter le sujet comme un écosystème, c'est-à-dire l'entreprise comme un écosystème. Et l'entreprise est un système d'une grande complexité avec des humains qui la composent, qui eux-mêmes communiquent, se synchronisent, ont des intentions multiples, ont des envies multiples. Et à travers cette approche-là, j'ai voulu décentrer le regard. Un regard qu'on pourra utiliser évidemment dans les démarches de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi dans les démarches d'innovation, aussi dans les démarches RH, de leadership et d'approche managériale. Je viens du monde de la recherche et j'évolue en entreprise depuis une quinzaine d'années. Et j'aime l'hybridation des modèles, j'aime les mélanges, j'aime les approches transversales. Et j'ai eu envie, avec la stratégie du poulpe, de proposer de changer de paradigme, de changer de regard. Et il y a une dizaine d'années, j'ai testé une approche avec un comité exécutif sur la question de la délégation en leur parlant des clans de primates. C'est-à-dire en construisant toute ma journée finalement avec eux autour des clans de primates, de leur rapport à l'autonomie, de leur rapport à la créativité, de leur rapport au pouvoir. C'est quelque chose qui a très bien marché. Et je me suis dit qu'il y avait un fil à tirer pour parler à l'entreprise de la nature. L'entreprise côtoie peu la nature, connaît peu la nature, en faisant des analogies, en utilisant le symbolisme pour donner envie, justement, et construire un livre qui soit un livre de fraîcheur aussi. Alors le poulpe, c'est un animal assez magique. C'est vraiment un animal fantastique. Quand on était petit, dans les livres de Hugo, de Melville ou de Jules Verne, il nous faisait peur, c'était un animal effrayant. Aujourd'hui, on trouve des petites figurines de poulpe, même des émoticônes sur le téléphone. On en trouve en peluche. Voilà, c'est un animal qui a gagné son capital sympathie à travers Polo le poulpe qui prédisait les matchs de football ou plus récemment un Oscar à Hollywood. Et j'ai voulu sortir déjà du phénomène primate, puisque le primate ressemble énormément à l'homme. On est nous-mêmes, les Homo sapiens, des primates. Donc je ne voulais pas un animal qui soit dans la famille des primates en titre. Et il se trouve que quand on creuse, le poulpe, non seulement il fascine parce qu'il a un sang bleu, il fascine parce qu'il a des millions de capteurs sensoriels sur ses tentacules qui peuvent être des symboles intéressants pour les organisations, parce qu'on a perdu cette capacité à être proche de nos sens. C'est un animal qui est dit décentralisé, c'est-à-dire qu'il a des mini-cerveaux, des sortes de mini-cerveaux dans ses tentacules, et un cerveau central qui pilote ces mini-cerveaux, mais qui eux-mêmes ont des prises d'initiative autonomes, ce qui peut être très intéressant pour le monde des organisations aussi. Il est capable de se régénérer, ça veut dire que même amputé d'un bras, il va se reconstruire, se réparer, et cette force de résilience, c'est une force que toutes les organisations recherchent, cette capacité à apprendre, désapprendre, réapprendre, cette capacité à se renouveler, à se reconfigurer autrement. Et je trouvais que du coup, le poulpe rassemblait un certain nombre de capacités qui pouvaient être des analogies formidables pour nos organisations. Alors, dans le monde du vivant, il y a une multitude d'éléments qui pourraient inspirer l'entreprise.
On peut prendre déjà le rapport au temps. Nous, les humains, dans nos organisations, on est sur un rapport instantané. On est entré dans un cycle d'instantanéité. On est un peu comme des hamsters dans la roue. On court, on ne sait pas pourquoi, toujours on court et on a du mal à sortir de la roue. Et cette métaphore, souvent, elle parle beaucoup aux managers qui sont dans des rythmes croissants ces dernières années, encore plus pendant la pandémie et pendant les confinements multiples. Et du coup, cette difficulté qu'on a à sortir de ce système de roue et à se poser et à travailler une récupération, une régénération, il est central. Et ça, le vivant sait extrêmement bien le faire. On peut prendre un animal, par exemple, qui s'appelle le tardigrade. Le tardigrade, c'est un petit ourson de mer qui est appelé animal extrémophile. Il résiste au vide spatial, aux rayons X, aux rayons ultraviolets. Il peut résister à des pressions de 6000 bars. On peut finalement l'exposer à des températures extrêmes, plus de 150 degrés, moins de 150 degrés. Et il peut revenir à la vie après avoir été congelé si on le réhydrate. C'est un animal absolument fascinant et c'est un peu le symbole du vivant, de l'animal qui sait changer de rythme, qui sait se reconstituer après un changement de rythme. Et l'univers du sport, par exemple, a très bien compris que pour être dans de la performance, il fallait être dans des temps d'arrêt, qui soient des temps de récupération. Mais nous, en entreprise, on a encore beaucoup de mal à le faire. Donc, ce premier exemple de rapport au temps inspiré du vivant est un premier exemple assez fort. On peut en prendre un deuxième qui est le rapport à l'émotion dite négative. L'émotion, elle arrive à notre cerveau en 3/10 de seconde. Donc on ne la contrôle pas, on ne peut pas la contrôler. La perception consciente de l'émotion arrive en plus du double. Donc quand l'émotion arrive en moi, j'en ai même pas conscience. Et puis j'en prends conscience que plus tard. Quand j'ai une émotion dite négative, puisque aujourd'hui socialement il y a des émotions qu'on appelle plus négatives, la peur, la honte, la tristesse, le regret. Généralement, dans une organisation, j'en parle à personne. J'en parle à personne, voire j'en parle à 1 ou 2 personnes, mais rarement j'expose mon émotion dite négative dans un collectif. Or, les animaux, et par exemple le rat, ne va pas du tout faire ça. Le rat, quand il a une émotion de regret, elle va être tellement puissante qu'elle va le prémunir de refaire la même erreur une deuxième fois. Et surtout, il a cette capacité à partager ce qui lui est arrivé avec ses congénères pour qu'eux évitent de faire l'erreur à leur tour. Donc cette capacité finalement à partager autour de l'émotion négative, elle est très forte, elle est très puissante aussi dans le vivant et elle est très apprenante du coup. Et pour faire la transition peut-être avec un troisième exemple, on a de très beaux exemples d'apprentissage et de transmission dans le vivant. Il y a par exemple une pratique du mentoring chez les baleines depuis toujours, puisque le mâle baleine vient d'une autre île pour éviter la consanguinité. Donc à la naissance de son baleineau, il s'en va, il retourne chez lui. Et le baleineau est escorté pendant à peu près 1 an par un mâle du clan qui lui apprend à chanter, parce que chez les baleines, le chant est quelque chose de central, chez les baleines mâles. Et du coup, cette pratique du mentoring, c'est quelque chose qu'en France, on a encore beaucoup de mal à développer. Et j'ai commencé moi ma carrière aux États-Unis il y a plus d'une quinzaine d'années. Et la pratique du mentoring est très installée depuis toujours. C'est très classique pour des étudiants d'avoir des mentors déjà à l'université. Et c'est une pratique en laquelle je crois beaucoup. La pratique qui consiste à être accompagné dans une démarche bienveillante et vertueuse.